Chapitre 9. Élise Grandier. Le lendemain, le temps était si beau qu'Hercule Poirot lui-même ne ressentit aucun malaise à l'estomac durant le voyage de Croydon au Bourget. Ils prirent l'avion de 8h45 du matin. Outre Poirot et Fournier, il y avait dans le compartiment 7 ou 8 passagers. Le Français en profita pour se livrer à quelques expériences. Tirant de sa poche un petit tube de bambou, il le porta à ses lèvres et le pointa vers une certaine direction. Il exécuta cette manœuvre en se penchant sur le côté de son siège, puis en tournant légèrement la tête et en revenant du lavabo. À chaque fois, il surprit un ou plusieurs des passagers, l'observant avec un étonnement amusé. La dernière fois, tous les regards étaient braqués sur lui. Découragé, Fournier s'affala sur son siège. Le joyeux sourire de Poirot était loin de le réconforter. « Cela vous amuse, mon ami ? Admettez-vous cependant qu'on doive tenter quelques expériences ?» « Évidemment, en réalité, j'admire votre conscience professionnelle, rien de tel que la démonstration visuelle. Vous jouez le rôle du meurtrier armé du chalumeau. Le résultat saute aux yeux, tout le monde vous voit. »« Pas tout le monde, répliqua Fournier. En un sens, non. À chaque fois, certaines personnes ne vous voient pas. Pour réussir son crime, le meurtrier devait être assuré d'agir à l'abri de tous les regards. Chose impossible dans les conditions ordinaires, dit Fournier. J'en reviens à mon hypothèse du moment psychologique. Il a dû se produire un fait extraordinaire qui a concentré ailleurs l'attention de tous les passagers. Notre ami Japp va entreprendre une enquête minutieuse sur ce point. Ne partagez-vous pas mon avis, monsieur Poirot ? Poirot hésita une seconde, puis il s'expliqua lentement. Je vous accorde qu'une raison psychologique a pu empêcher les passagers du compartiment de prendre le meurtrier sur le fait, mais nos idées suivent des directions tout à fait différentes. Dans le cas qui nous occupe, les faits visibles sont trompeurs. Fermez les yeux, mon ami, au lieu de les ouvrir tout grands. Fiez-vous aux yeux de l'esprit et non à ceux du corps. Faites fonctionner les petites cellules grises de votre cerveau. Qu'elles s'évertuent à vous révéler comment le drame s'est réellement passé. Fournier le considérait d'un air intrigué. Je ne saisis pas très bien, monsieur Poirot. Parce que vous appuyez vos déductions sur votre témoignage visuel. Rien ne peut aussi être aussi fallacieux que ce genre d'observation. Fournier hocha la tête et allongea les mains devant lui. Je renonce à vous comprendre, monsieur Poirot. Notre ami Giraud vous recommanderait de ne point tenir compte de mes divagations. Debout et à l'œuvre, s'exclamait-il. S'installer dans un fauteuil et réfléchir, c'est la méthode d'un vieillard sénile. À quoi je réponds, un jeune chien de chasse court si vite sur la piste qu'il passe très souvent près du gibier sans le voir. Je vous ai donné un bon conseil, à vous d'en profiter. Et s'appuyant au dossier de son fauteuil, Poirot ferma les paupières, peut-être pour réfléchir. Le fait est qu'au bout de 5 minutes, il dormait profondément. Arrivés à Paris, les deux hommes se dirigèrent tout droit au numéro 3 de la rue Joliette. Cette rue, située sur la rive gauche de la Seine, n'offrait rien de particulier, et rien ne distinguait le numéro 3 des autres maisons. Un vieux concierge les reçut et salua Fournier d'un air bourru. Encore ces messieurs de la police ? Que d'ennui, mon Dieu, voilà qui fera du tort à l'immeuble. Il rentra dans sa loge en grognant. Montons d'abord au bureau de madame Gisèle, au premier étage. Tout en parlant, Fournier tira une clé de sa poche et expliqua que la police française avait pris la précaution de fermer la porte à clé et d'y mettre les scellés en attendant le résultat de l'enquête en Angleterre. Non pas que je compte trouver ici quelque chose qui puisse nous aider, ajouta-t-il. Il enleva les scellés, ouvrit la porte, et tous deux entrèrent dans une pièce de dimension restreinte. Dans un coin se trouvait un coffre-fort d'un modèle suranné. Un bureau et quelques fauteuils recouverts de tapisseries râpées complétaient l'ameublement. L'unique fenêtre était sale et, selon toute probabilité, n'avait jamais été ouverte. Fournier haussa les épaules en jetant un coup d'œil autour de lui. « Vous voyez, dit-il, rien, absolument rien. » Poirot passa derrière le bureau et s'assit à la place qu'avait occupée la femme d'affaires. Il regarda Fournier debout en face de lui, caressa la surface du bois, puis passa la main dessous. « Tiens, un bouton électrique, annonça-t-il. Oui, il sonne chez le concierge. Sage précaution, les clients de madame Gisèle pouvaient parfois faire du raffut. » Il ouvrit un ou deux tiroirs. Il y vit du papier à lettres, un calendrier, des plumes et des crayons, mais rien d'un caractère privé. Poirot se contenta d'y jeter un coup d'œil rapide. « Je ne vous ferai pas l'injure de fouiller ces tiroirs, dit-il à M. Fournier.
S'ils avaient contenu quelque objet important, vous l'auriez sûrement emporté. Il considéra ensuite le coffre-fort. Un modèle peu sûr, déclara-t-il. Légèrement démodé, acquiesça Fournier. Était-il vide ? Oui, cette sacrée bonne a tout détruit. Ah oui, la bonne, et en même temps femme de confiance. Il faut que nous l'interrogions. Comme vous l'avez constaté vous-même, cette pièce ne nous révèle rien. Je trouve cela significatif. Qu'entendez-vous par là, monsieur Poirot ? En d'autres termes, il n'y a dans ce bureau rien de personnel. Détail fort intéressant. Madame Gisèle n'était pas une femme sentimentale, observa Fournier d'un ton sec. Poirot se leva. Venez, dit-il, allons voir cette domestique, confidente de sa maîtresse. Élise Grandier, une petite boulotte au visage rouge, dévisagea les deux hommes de ses petits yeux futés. « Asseyez-vous, madame Grandier, lui dit Fournier. « Merci, monsieur. » Elle prit un siège, très calme. « Monsieur Poirot et moi, nous arrivons aujourd'hui de Londres. Le tribunal d'enquête sur la mort de madame Gisèle s'est réuni hier, et il ne subsiste plus aucun doute. Votre maîtresse a été empoisonnée. » La femme hocha tristement la tête. « C'est affreux, monsieur, madame empoisonnée. Qui s'attendait à pareil malheur ? Vous pouvez nous aider à retrouver le coupable, mademoiselle. Certainement, monsieur, je ferai de mon mieux pour seconder la police. Mais je ne sais rien du tout. Vous savez que madame Gisèle avait des ennemis, n'est-ce pas ? Jeta Fournier à brûle-pourpoint. Ce n'est pas vrai. Pourquoi voulez-vous que madame ait eu des ennemis ? Voyons, mademoiselle Grandier, poursuivit Fournier, personne n'ignore que la profession de prêteuse d'argent ne va pas sans quelques désagréments. Il est exact que les clients de madame ne se montraient pas toujours très raisonnables. Il faisait des scènes, hein ? Il la menaçait. La servante hocha la tête. Non, là vous faites erreur, il ne menaçait point. Il se contentait de gémir, de se plaindre, protestant qu'il ne pouvait payer. Pour ça, oui, proféra-t-elle, la voix chargée de mépris. Peut-être se trouvait-il quelquefois dans l'impossibilité de rembourser, observa Poirot. Élise Grandier haussa les épaules. Possible, c'était leur affaire. Mais ils finissaient toujours par régler leurs dettes, conclut-elle avec du triomphe dans la voix. Madame Gisèle était, paraît-il, une créancière impitoyable, observa Fournier. Elle avait bien raison. Vous n'éprouvez aucune compassion pour les victimes ? Des victimes, il faudrait s'entendre. Est-ce indispensable de se fourrer dans les dettes, de vivre au-delà de ses moyens pour aller ensuite emprunter et garder l'argent comme s'il s'agissait d'un cadeau ? Vous trouvez cela honnête ? Madame était bonne et juste, elle prêtait de l'argent et exigeait d'être remboursée. N'est-ce point légitime ? Elle-même ne faisait jamais de dette, jamais elle ne laissait une facture impayée. Quant à dire que madame manquait de cœur, madame était la charité même. Elle donnait toujours aux petites sœurs des pauvres qui se présentaient et envoyait de l'argent aux bonnes œuvres. Quand la femme de Georges, le concierge, est tombée malade, elle l'a fait entrer à ses frais dans une maison de santé à la campagne. Elle s'arrêta un moment, le visage empourpré de colère, puis elle ajouta « Vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas le caractère de madame. » Fournier attendit que l'indignation de la femme se calmât et il l'interrogea. « Vous venez de nous dire que les clients de madame Gisèle finissaient toujours par payer. Savez-vous quels moyens elle employait pour rentrer dans ses fonds ?» Élise haussa les épaules. « Je ne sais rien, monsieur, rien du tout. Vous avez cependant brûlé les papiers de votre maîtresse. Je me suis borné à suivre ses instructions. Si jamais il m'arrive malheur, m'avait-elle dit, et que je meure loin de chez moi, brûlez mes papiers d'affaires. » « Ceux que contenait le coffre-fort du premier ?» demanda Poirot. « C'est bien cela, ces papiers d'affaires. Et ils se trouvaient tous dans le coffre ?» Son insistance amena une rougeur sur les joues d'Élise. « J'ai obéi aux ordres de madame. »« Je le sais, dit Poirot en souriant, mais ne faites-vous pas erreur ? Elle n'avait pas mis ses papiers dans le coffre, n'est-ce pas ? Il est d'un modèle trop ancien, le premier amateur venu pourrait l'ouvrir. Les papiers étaient sûrement ailleurs, peut-être dans la chambre à coucher de madame. » Élise fit une pause avant de répondre. « Oui, c'est cela. Madame disait toujours aux clients que les papiers étaient rangés dans le coffre. En réalité, ce meuble n'était qu'un trompe-l'œil. Tous les papiers étaient cachés dans la chambre de madame. »« Voulez-vous nous montrer où ?» Élise se leva, et les deux hommes la suivirent. La chambre à coucher était assez spacieuse, mais si encombrée de meubles lourds et ouvragés qu'on s'y déplaçait avec peine. Élise se dirigea vers une malle ancienne et volumineuse placée dans un coin. Ayant soulevé le couvercle de cette malle, elle en retira une vieille robe d'alpaga doublée de soie. À l'intérieur de la jupe était cousue une poche profonde. Les papiers se trouvaient là, monsieur, dans une grande enveloppe cachetée. « Vous ne m'en avez point parlé lorsque je vous ai interrogé il y a 3 jours, lui reprocha Fournier d'un ton sec. «
Excusez-moi, monsieur, vous m'avez demandé où étaient les papiers qu'aurait dû contenir le coffre-fort. Je vous ai répondu que je les avais brûlés. C'est la stricte vérité. L'endroit où j'avais pris les papiers me semblait d'importance secondaire. C'est exact, déclara Fournier. Toutefois, vous comprendrez, mademoiselle Grandier, que ces papiers n'auraient jamais dû être brûlés. J'ai obéi aux ordres de madame, répéta Élise avec entêtement. Vous avez pensé agir pour le mieux, lui dit Fournier. À présent, mademoiselle, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Madame Gisèle a été assassinée. Il se peut qu'elle ait été tuée par une ou plusieurs personnes sur qui elle possédait certains renseignements compromettants. Ces renseignements se trouvaient parmi les documents par vous brûlés. Je vais vous poser une question, mademoiselle. Veuillez ne pas y répondre sans avoir bien réfléchi. Il est possible, je dirais même très excusable, que vous ayez parcouru ces papiers avant de les livrer aux flammes. En ce cas, nous ne vous en tiendrons pas rigueur, bien au contraire. Toute indication de votre part aiderait la police à mettre la main sur le ou les criminels. N'ayez donc aucune crainte, mademoiselle, et répondez-moi en toute sincérité. Avant de brûler les papiers, avez-vous eu la curiosité d'y jeter un coup d'œil ? Élise respira profondément, se pencha en avant et déclara tout d'un trait. « Non, monsieur, je n'ai rien vu, je n'ai rien lu. J'ai jeté l'enveloppe au feu sans même la décacheter. »